Vous avez parlé du principe anthropique. Alors effectivement, dans notre univers, on peut faire de la simulation, et si vous changez par exemple les constantes physiques fondamentales, comme la vitesse de la lumière, ou bien la constante de la gravitation, ou bien la constante de Planck, ou bien la constante de Boltzmann, même quand vous les changez d'un petit pourcentage, par exemple, si vous changez la constante de la gravitation d'1%, eh bien les étoiles qui sont comprimées par la gravitation vont s'échauffer plus rapidement, vont brûler plus rapidement leur hydrogène, et n'auront pas le temps de fabriquer du carbone. Le carbone, c'est l'atome de la vie, donc pas de vie. Okay, si vous faites la même chose avec la constante de Planck ou la vitesse de lumière, c'est pareil. D'où l'idée que les constantes ont des valeurs très précises pour permettre l'apparition de la complexité et donc de la vie. D'où l'idée du principe anthropique selon laquelle il y aurait un Dieu qui aurait choisi ses paramètres et leur aurait donné la bonne valeur. Un Dieu ajusteur, si vous voulez. Enfin, un super ingénieur qui n'a rien à voir avec le Dieu des religions révélées. D'accord ? Vous imaginez ce Dieu-là ? C'est un demi-dieu, en fait. C'est le type, il a un tournevis pour régler la valeur des constantes. Il appelle son assistant Dédé. Il dit à Dédé, regarde, j'ai pris une vitesse de lumière trop élevée, les étoiles crament leur hydrogène trop rapidement, il faudrait baisser ça. Voilà le Dieu dont on nous parle. Quelle relation entre ce Dieu ajusteur de constantes et un Dieu transcendant ? D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention. Troisième chose, alors concentrons-nous sur la question de l'origine. D'ailleurs, l'origine, vous savez, c'est l'anagramme de religion, donc c'est quand même un lieu de concurrence ou de conflit entre les deux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si on arrivait à établir par un moyen quelconque que l'univers a eu vraiment une origine, nous serions incapables de la dire. Pourquoi ? Parce que toutes nos explications se posent sur un mode causal. Donc je peux imaginer, par exemple, qu'on a compris qu'il y a eu une telle origine, il y a eu du néant, il y avait du néant, et le néant s'est transformé, ou le non-être, s'est transformé en être. Ça veut dire que vous allez placer dans le néant quelque chose qui permet de comprendre comment du néant peut cesser d'être du néant. Mais un néant qui peut cesser d'être du néant, c'est déjà quelque chose que le néant ne peut pas être. Donc si vous voulez, il y a des sortes de contradictions logiques qui font que l'idée même d'origine de l'univers est un impensable. Je pourrais argumenter encore plus là-dessus parce que une telle transition qui fait passer du non-être à l'être, c'est donc un changement. Quelque chose qui change. Quelque chose qui s'est changé brutalement. Brutalement est un mot ambigu, puisque s'il y a du néant, il n'y a pas de temps, et quand il n'y a pas de temps, le mot brutalement ne veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez que, comment est-ce que nous disons le changement dans nos langues usuelles ? Les Grecs avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre le changement et l'identité. C'est-à-dire, si vous dites qu'une chose ou un être change, par définition, c'est qu'il cesse d'être identique à lui-même. Et s'il demeure identique à lui-même, c'est qu'il n'a pas changé. Donc il y a une contradiction entre l'identité de soi à soi et le changement, qui a divisé les Grecs entre Parménide et Héraclite. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Comment est-ce que nous, on a résolu cette contradiction ? On l'a résolu par un truc de langage qui est quand même très bizarroïde. Quand je dis, par exemple, qu'une feuille qui était jaune, qui était verte en été sur un arbre, est devenue jaune à l'automne, je dis la feuille a changé. Mais non, elle n'a pas changé, c'est la même feuille. Autrement dit, je pense ce changement non pas comme un remplacement, c'est pas la feuille verte qui a été remplacée physiquement par une feuille jaune, c'est la même feuille qui a simplement changé de couleur. Autrement dit, quand nous disons qu'une chose ou un être a changé, le sujet du verbe changer, X, est précisément ce qui ne change pas quand je dis que X change. C'est tordu, non ? Donc les magazines ont bien compris, tous les mois on nous explique à la une des magazines, est-ce que tel homme politique a changé ? À chaque fois on dit oui, il a changé de femme, il dit plus les mêmes choses, etc. Mais en fait non, c'est toujours le même, le naturel revient au galop, etc. Donc ils jouent sur cette dialectique en permanence. Il y en a un qui avait bien compris, c'était Giscard d'Estaing qui parlait de changement dans la continuité. Autrement dit, le sujet du verbe changer est précisément ce qui ne change pas dans le changement qu'il affecte. D'accord ? Donc je reviens à la question de l'origine. Pour expliquer comment le néant peut devenir quelque chose, il faut que dans ce changement, quelque chose ne change pas. Expliquez-moi ce qui, dans le néant, pourrait ne pas changer.
Il y a guerre,